Donc là, par exemple, on voit des aleraunes qui peuvent aussi transmettre des virus. On a également des pucerons. Évidemment, les pucerons, ça transmet les virus comme le virus de la tristeza. Ça peut provoquer la fumagine également. Ça peut favoriser l'entrée de bactéries. Alors là, c'est un psylle. On le reconnaît bien à sa position à 45 degrés de la feuille. Les psylles eux-mêmes piquent la feuille et transmettent la bactérie du Citrus greening qui rend l'arbre malade et qui fait qu'au final il dépérit parce qu'on lui bouche ses canaux. Le symptôme le plus visible du Citrus greening, c'est des marbrures sur la feuille, qu'on voit comme ça, qui sont asymétriques. On a des insectes qui mangent les feuilles. On a le charançon, ce qu'on voit souvent, c'est celui qu'on appelle le jaco. Le charançon, lui, mange la feuille et il pond des œufs dans le sol et les larves mangent les racines. Ça va aussi créer des ouvertures qui favorisent l'entrée de champignons, de bactéries, de virus. Et on a aussi la mineuse. Alors la mineuse, c'est un petit papillon qui pond sa larve dans la feuille et la larve se nourrit de la feuille et crée des galeries à l'intérieur de la feuille. Alors les fourmis, c'est embêtant parce que c'est elles qui vont apporter les cochenilles, les pucerons, les larves de psylles. Elles les cultivent en fait puisqu'elles se nourrissent de leur miella. Et donc du coup, ça apporte la fumagine aussi. Donc c'est pour ça que c'est embêtant, mais sinon elles font rien à l'arbre en soi. Par les fourmis maniocs qui elles dévorent l'arbre et qui sont encore plus embêtantes. J'observe la fumagine, c'est un champignon qui rend la feuille toute noire. Généralement, on voit de la fumagine et on voit des cochenilles avec. Alors les cochenilles, les larves aussi de psylles et plusieurs insectes vont faire du miella qui crée ce développement du champignon. Tu vois là, il y a une larve de coccinelle, c'est magnifique. Il y en a même deux là, dans la colonie de pucerons. Donc, les coccinelles, ce sont des auxiliaires, c'est-à-dire qu'ils aident, on va dire, l'agriculteur parce qu'en fait, ce sont des prédateurs, des ravageurs. Donc, les coccinelles se nourrissent de pucerons, elles se nourrissent aussi de cochenilles, d'acariens. Donc, elles sont vraiment super intéressantes. Les chrysops, on voit souvent les petits œufs, ça fait comme des tiges avec des petites boules en bas, donc c'est les œufs de chrysopes. Les chrysopes sont intéressants pour leurs larves qui, comme les coccinelles, en fait, se nourrissent aussi des pucerons, des cochenilles, etc. Après, on a la microguêpe. Donc celle-là, on l'observe pas parce qu'elle est vraiment toute petite, mais on observe ses dégâts. Donc là, on va observer par exemple des pucerons momifiés. Donc ce sont des pucerons qui vont être tout secs et tout gonflés et marrons. Et en général, c'est la microguêpe qui pond en fait ses œufs dans son hôte et l'œuf se développe en mangeant l'hôte. Ça arrive aussi sur les larves de psylles. Des fois, on voit des larves de psylles avec un trou. On a aussi les punaises prédatrices. Alors, les punaises prédatrices, c'est des petites punaises toutes rouges et toutes fines qui sont vraiment intéressantes parce qu'elles se nourrissent de beaucoup de choses. Et puis, on a aussi les cirphes qui sont comme des espèces de guêpes qui, elles, détruisent les pucerons. Donc, sont aussi des auxiliaires très intéressants. Donc, j'effectue une veille phytosanitaire à peu près une fois par mois sur les agrumes. Donc ça consiste à regarder 20% de la parcelle et d'observer les insectes que j'y trouve. Alors ça va permettre en fait d'éditer un bulletin de santé du végétal qui est un bulletin donc édité par la Fredon qui va dire pour chaque filière quels insectes on trouve, à quel moment. Et ça va permettre aux producteurs de se préparer à mettre en place des mesures pour contrer l'arrivée de ces insectes. On peut utiliser par exemple typiquement l'huile blanche si on a beaucoup de fumagine ou du savon noir. On peut utiliser des purins. Donc c'est vraiment intéressant de regarder à la fois les ravageurs et les auxiliaires parce qu'en faisant ça, on se rend compte qu'il y a souvent un équilibre qui se met en place. Quand on observe beaucoup de pucerons sur les plantes, mais peu de temps après, on va observer aussi beaucoup de coccinelles. Donc c'est pas forcément toujours nécessaire d'intervenir en fait. Et le fait aussi de connaître nos auxiliaires, ça va nous rassurer et nous permettre de ne pas les détruire. Et surtout de les favoriser. Alors pour favoriser les auxiliaires, typiquement ce qu'on va mettre c'est des plantes mellifères, c'est-à-dire des plantes qui font des fleurs et qui vont être des habitats pour les auxiliaires. Donc par exemple sur une parcelle, ici ce qu'on fait en général, on évite de débroussailler et de mettre à nu, enfin de vraiment laisser la parcelle toute propre. On va laisser des couloirs
on va dire comme des couloirs écologiques, où on va juste gyrobroyer, donc on va laisser une petite épaisseur d'herbe naturelle, où il va y avoir des fleurs qui vont se développer et qui vont attirer des insectes auxiliaires. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est créer des haies. On peut faire des haies sur les bordures, donc qui vont avoir plusieurs intérêts. D'abord, ce sont des haies brise-vent, donc elles vont protéger la parcelle du vent, qui, donc normalement, une haie brisement est multi-étagée, donc il y a plusieurs strates en fait dans la haie. Elles vont permettre aussi aux insectes ravageurs de ne pas repérer tout de suite l'odeur par exemple, pour les psylles, l'odeur des agrumes, c'est ce qui va les attirer. Donc la haie, ça va bloquer l'odeur. Donc ça va vraiment les attirer. Et par contre, en revanche, si dans notre haie, on met du coup des plantes aromatiques, des plantes médicinales, des plantes mellifères, on attire les insectes auxiliaires. Donc ça, ce sont des mesures vraiment intéressantes à mettre en place pour lutter contre les ravageurs avant les traitements.